contexte. On l'a dit un petit peu dans l'introduction, mais le prétexte, en fait, à la présentation était vraiment de partir de l'autorisation d'action collective qui a été autorisée par la Cour supérieure le 7 décembre 2022. Donc, le 7 décembre 2022, la Cour supérieure a autorisé les tuteurs de 3 enfants mineurs qui ont déposé une demande d'action collective à l'encontre d'Epic Games. Epic Games, c'est une compagnie de jeux vidéo qui a conçu, qui produit, qui a mis en marché le jeu Fortnite Battle Royale. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissez ce jeu déjà ou ont des enfants qui connaissent ce jeu. Précisons d'abord que la décision d'autoriser l'action collective a été portée en appel et la Cour d'appel a rejeté cet appel-là en février 2023. Donc, qu'est-ce que c'est que Fortnite Battle Royale? Donc, ici, vous avez une petite capture d'écran qui provient d'un adolescent qui est en train de jouer sur son cellulaire. Mais en fait, c'est un jeu de combat et de survie, un jeu de rôle, où les joueurs et les joueuses doivent acheter des accessoires virtuels avec ce qu'on appelle des V-Bucks, qui est la monnaie d'échange dans le jeu Fortnite, qui est une monnaie virtuelle qui s'achète évidemment avec de l'argent bien réel. Et donc, à l'aide des V-Bucks et des accessoires qu'on va gagner, ben, on va être capable de survivre dans cet univers virtuel-là. Et je pense que le but, c'est de survivre le plus longtemps. Et donc, qu'est-ce qui a porté certains parents à demander, en titre de tuteur, à porter une action collective contre Epic Games? En fait, les demandeurs dans cette décision-là reprochent 2 choses plus spécifiquement à Epic Games. D'abord, le fait que Epic Games, que Fortnite soit un produit dangereux. Donc, on est vraiment dans les questions de défaut du bien et de responsabilité du fabricant. Sur la dangerosité du jeu à titre de développement de dépendance et sur l'absence de mise en garde contre ce danger-là, particulièrement pour les adolescents, de développer une dépendance. L'autre aspect de l'action collective, c'est la lésion chez les mineurs de moins de 13 ans, en ce qui a trait à l'achat des V-Bucks, donc à l'utilisation d'argent réel pour obtenir la monnaie virtuelle lorsque les achats se sont faits seuls. Donc, dans la demande, on retrace le parcours de certains jeunes qui ont dépensé des centaines et des centaines de dollars, voire des milliers de dollars, pour acheter des V-Bucks à l'aide de cartes de crédit, souvent de leurs parents, sans qu'il y ait besoin d'autorisation particulière. Une fois que la carte de crédit est enregistrée dans le jeu, en fait, on peut s'en servir de façon quasi automatique. Alors, en fait, ce qui est arrivé, c'est que dans nos réflexions sur la portée de cette décision-là et surtout sur l'idée de qu'est-ce qu'on fait avec des jeux vidéo? Socialement, qu'est-ce qu'on fait avec les jeux vidéo et avec les enfants, plus précisément les jeunes? Donc, on s'est intéressé, la décision était un prétexte finalement pour s'intéresser de façon plus globale aux droits, à la santé publique et à l'impact des jeux vidéo de manière beaucoup plus large. Donc, oui, on va parler des actions collectives, mais on va essayer de voir aussi de façon assez globale qu'est-ce qui est fait pour encadrer ce domaine-là d'un point de vue juridique. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut vraiment considérer que les jeux vidéo sont un enjeu de santé publique? Donc, la santé publique, c'est un domaine de la santé qui va s'intéresser à la santé, mais d'un point de vue populationnel. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas tant l'individu que la population dans son ensemble. Dans la loi sur la santé publique au Québec, on dit que la santé publique s'intéresse à la mise en place de conditions favorables au maintien et à l'amélioration de l'état de santé et de bien-être de la population en général. Il y a 4 principales fonctions qui sont reconnues à la santé publique. Les fonctions de connaissance et de surveillance, donc d'en apprendre plus sur certains troubles ou certaines maladies, de surveiller la façon dont ça se développe au sein de la population, prévenir les problèmes de santé publique, adopter des stratégies de promotion de saines habitudes de vie et de bonnes habitudes de santé, et les fonctions de protection, donc de protection et de traitement contre les maladies. Donc, est-ce qu'a priori, les jeux vidéo sont un enjeu de santé publique? Probablement pas, mais dans la mesure où leur consommation excessive, leur consommation par des jeunes cerveaux en développement et surtout les effets potentiels de cette consommation-là sur la santé, peut faire en sorte que les jeux vidéo deviennent effectivement un sujet d'intérêt pour la santé publique. À ce sujet, il y a depuis 2019 l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui reconnaît officiellement le trouble de jeux vidéo dans sa classification internationale des maladies.
L'OMS souligne que le trouble du jeu vidéo se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorisation accrue accordée au jeu, au point où celui-ci prend le pas sur d'autres centres d'intérêt et d'autres activités quotidiennes et par la suite, et pour la poursuite ou la pratique croissante du jeu en dépit des répercussions dommageables donc sur les autres sphères de la vie. Ce qui a amené l'OMS à considérer que le trouble du jeu vidéo devenait à ce point important qu'il justifiait de faire partie de sa classification internationale des maladies. C'est d'abord les données scientifiques disponibles qui, bien qu'elles soient récentes, commencent à s'accumuler sur le sujet du trouble de jeu vidéo. Les avis de différents experts aussi qui proviennent de régions géographiques différentes à travers le monde. Donc, ce n'est pas spécifique à certaines régions. On en trouve en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique. On retrouve de ces problématiques-là partout à travers le monde. Le développement de récents programmes de traitement pour les personnes qui sont affectées de troubles de jeux vidéo et l'attention accrue qui est portée par les scientifiques sur l'émergence de ce phénomène-là et aussi l'émergence des mesures de prévention qui tendent à exister dans différents États. Donc, on est vraiment ici dans les sphères propres à la santé publique, c'est-à-dire le volet préventif, le volet de surveillance et le volet de protection ou de traitement pour les personnes qui sont atteintes. Le trouble de jeu vidéo a aussi été identifié dans le DSM-5, donc le manuel de diagnostic et de statistique en santé mentale de l'Association américaine de psychiatrie, comme faisant partie des troubles pour lesquels on a peu de données scientifiques, mais qui sont à surveiller. Finalement, l'Institut national de santé publique du Québec a publié un rapport au mois de mars 2023, donc assez récemment, où on analysait les impacts de la pratique du jeu vidéo de compétition sur la santé des adolescents et des jeunes adultes. C'était à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et ce que l'étude rapide de la science par l'INSPQ a permis de constater, c'est que la pratique de jeux vidéo à un niveau compétitif tend à avoir des impacts négatifs sur la santé physique et la santé mentale. Par contre, il semble y avoir certains points positifs sur les fonctions cognitives, comme la mémoire de travail, la capacité d'attention. Par contre, la flexibilité mentale semble être atteinte de manière plutôt négative. Donc maintenant, comment est-ce que le droit peut être un outil d'intervention quand on a un sujet de santé publique comme celui-là qui porte à intérêt? D'abord, le droit de la santé publique a été largement défini et étudié par Lawrence Gostin, comporte 5 caractéristiques principales. D'abord, le gouvernement, dans le cas de santé publique, a une certaine responsabilité de faire progresser la santé publique au sein de la population. Ce sont évidemment les populations qui sont au centre des interventions et non pas les individus comme tels. Et les relations se situent principalement entre l'État et la population. Les services doivent répondre aux besoins identifiés des populations et doivent être fondés sur des méthodes scientifiques. Et la coercition des individus et des acteurs, notamment des entreprises, peut dans certains cas devenir nécessaire pour protéger la communauté. Donc, le caractère normatif du droit, dans ce contexte-là, constitue un outil en santé publique pour pouvoir mobiliser et moduler les comportements des acteurs, à la fois les acteurs qui fournissent certains biens et à la fois les usagers aussi qui utilisent certains biens. On distingue généralement en santé publique 2 types d'interventions quand on parle des interventions du droit, soit les interventions directes et les interventions indirectes. Parmi les interventions directes, il y a tout ce qui touche la législation et la régulation. Pensez par exemple à l'obligation de porter une ceinture en voiture ou de mettre un casque de protection quand on est en moto. Également, tout ce qui concerne la réglementation et la régulation des médicaments ou des aliments, ce qu'on a le droit de mettre, de ne pas mettre, les processus qui vont mener à l'obtention des permis pour mettre un produit en marché, mais aussi des règles par rapport à ce qu'on n'a pas le droit de faire comme individu, par exemple la conduite en état d'ébriété, et finalement le volet de régulation des pratiques par l'émission de permis dans certains cas, par exemple pour les professionnels de la santé. Et donc, ce qui va nous amener à regarder, d'un point de vue des jeux vidéo, quels sont les outils d'intervention directs que l'on a et les interventions indirectes. Je vais maintenant passer la parole à Thomas. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce qu'il faut comprendre quand on parle de jeux vidéo, parce qu'on a peut-être des amateurs de jeux dans la salle, c'est que l'industrie a beaucoup changé.
on a un modèle d'affaires qui a évolué et on est passé d'un modèle, je dirais, quasiment unique de jeux qui sont vendus comme des produits une fois pour toutes auprès des joueurs. Donc, un paiement unique, les joueurs profitent du jeu et ensuite, il n'y a plus de relation financière entre le studio et les joueurs. Le modèle a évolué vers des jeux qu'on qualifie de jeux comme service, et notamment des jeux qui ont été distribués dans certains cas gratuitement et qui par la suite doivent bien sûr générer du revenu et qui ont donc qui demandent aux joueurs de faire des paiements régulièrement et donc qui ont une durée de vie, vous pouvez le comprendre, qui peut être très différente des jeux comme produits et vraiment une logique de commercialisation très très différente, puisqu'on va générer des revenus par la suite. Et on peut penser que, bon, pourquoi les gens finiraient par payer? Mais il faut savoir que ces studios, ces développeurs ont des techniques très très raffinées aujourd'hui pour vous encourager et vous influencer fortement pour dépenser de l'argent dans ces jeux-là. Et donc, ce nouveau modèle, il est venu avec donc de nouvelles stratégies qui s'appuient sur un concept pour lequel malheureusement, je n'ai pas de traduction en français satisfaisante jusque-là, mais mécanismes qu'on qualifie de dark patterns dans la littérature scientifique. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, les dark patterns, ils visent à orienter le comportement des joueurs vers des actions rentables afin de générer et même de maximiser le profit du développeur ou de l'éditeur qui commercialise un jeu. Ces dark patterns, ils sont de plusieurs types et je vais vous en donner des exemples pour bien comprendre. Et dites-vous que ça peut être utilisé en tout type de jeu, hein, jeu gratuit, jeu payant, jeu à abonnement, etc. Mais sur les jeux gratuits, ça va vous permettre de comprendre comment on peut générer du revenu. Donc, trois types de dark patterns. Le premier type, temporel. Et donc là, c'est tous les mécanismes qui vont vous encourager à jouer un maximum au jeu et à faire en sorte de vous faire revenir régulièrement jouer et sur le long terme. Et donc, par exemple, ça peut être une stratégie qui vise à vous donner un bonus si vous venez jouer tous les jours. Donc, si vous venez jouer, vous avez un bonus d'expérience, par exemple, pour venir jouer tous les jours, et c'est remis à zéro après, à partir de minuit, par exemple. Et donc, si vous revenez jouer, vous avez à nouveau ce bonus-là. Donc là, l'idée, c'est de vous maintenir le plus possible dans le jeu. Et ensuite, évidemment, ça va être de convertir ce temps de jeu en dépenses dans le jeu. Et ça m'amène à toucher aux dark patterns monétaires. Et donc là, c'est toutes les stratégies qui vont vous encourager, vous influencer un maximum pour pouvoir dépenser dans le jeu. Ça peut être des promotions qui sont très personnalisées. Donc, dans ce cas-là, le jeu suit votre comportement, c'est exactement ce que vous jouez, quand vous le jouez, et donc va vous proposer des offres personnalisées. Je vous ai mis à l'écran un personnage d'un célèbre jeu League of Legends. Vous voyez, si vous jouez ce personnage-là régulièrement, vous pouvez être sûr que quand c'est la période des promotions, on va vous proposer du contenu esthétique par rapport à ce personnage-là. Élément que j'ai oublié de mentionner, quand on parle de jeux comme service, on a certains contenus payants qui vont vous permettre de jouer et d'être plus performant que les autres joueurs. Donc là, on vient jouer sur votre fibre compétitive pour que vous puissiez évoluer plus vite dans le jeu et du contenu qui est au contraire parfois purement esthétique. Et ce que vous avez à l'écran, c'est du contenu qui est parfaitement esthétique. Ça ne vient absolument pas modifier votre expérience de jeu, mais ça vient modifier la personnalisation de votre contenu. Et ça marche très très bien auprès des joueurs. Le dernier type de dark pattern, c'est les dark patterns sociaux qui jouent sur votre réseau, sur vos liens avec les autres individus qui jouent au jeu. Et il faut comprendre que là, on parle aussi de jeux qui sont souvent joués en ligne, donc avec une dimension sociale très importante, une dimension compétitive très importante qui peut encourager les joueurs à y passer beaucoup de temps. Moi, je sais que par exemple, ce côté compétitif, là, le fait d'avoir une échelle, de pouvoir évoluer, d'avoir un classement, ça marche très très bien avec moi pour m'influencer dans mon temps de jeu. Donc voilà, trois types de mécaniques qui vont permettre de faire en sorte que vous allez jouer un maximum et ensuite de convertir ça en dépenses dans le jeu. Et on pourrait penser que ça ne fonctionne pas, que les joueurs finalement ne dépensent pas parce que c'est gratuit. Et pour un jeu comme League of Legends, le fait de dépenser ne vous offre absolument aucun avantage. Je le pensais aussi, j'en étais convaincu. J'ai tenu 3 ans avant de finir par dépenser de l'argent dans le jeu. Et finalement, on se dit, bon, pourquoi pas dépenser un peu d'argent parce que c'est un jeu sur lequel je passe beaucoup d'heures. Et donc, c'est pas si grave par rapport à d'autres jeux que j'ai pu acheter comme produits et qui
dans le cadre d'un achat unique, me coûte plus cher a priori que les achats que je vais faire dans le jeu. Mais cumulativement, depuis que je joue à ce jeu-là, j'ai finalement dépensé plus que pour un jeu classique. Donc pour vous dire que ça marche, y compris avec les personnes qui vous disent qu'elles ne se feront pas avoir, parce que je disais que j'enseignais la matière, donc je ne me ferai pas avoir. Finalement, j'ai fini par craquer. Et donc, ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que c'est un phénomène qui est très, très difficile à mesurer. C'est très difficile de mesurer l'ampleur de ce phénomène-là et de mesurer l'ampleur du recours à ces mécaniques-là. On sait que c'est utilisé, on en voit certains parce que parfois c'est très très clair qu'ils sont présents dans les jeux. Pour certains, c'est beaucoup plus subtil. On en trouve la trace notamment dans les demandes de brevets de certains studios qui n'hésitent pas à protéger les innovations qui permettent de tracer le comportement des joueurs, de collecter un maximum de données pour ensuite leur faire des offres les plus personnalisées possibles. Et parfois en mettant un petit élément d'urgence, en vous disant vous n'avez que 24 heures pour acheter tel élément dans le jeu. Donc on sait que c'est utilisé. Par contre, encore une fois, on en connaît très très peu l'ampleur. Vous imaginez bien que les compagnies ne s'en vendent pas en général dans leurs rapports, quand elles sont obligées de remettre des rapports parce qu'elles sont notamment cotées en bourse. Mais on sait que ça existe. Et selon la perception des joueurs, c'est quand même très répandu. On peut passer au vrai. Ouais. Alors maintenant, en ce qui concerne les interventions, on va commencer par les interventions du milieu, donc les interventions des studios, pour voir un petit peu ce qu'ils font. Alors, il faut savoir que dans ce domaine-là, les consommateurs sont très, 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 très peu informés de la présence des dark patterns et de leurs risques. Je vous ai mis à l'écran le système de classification des jeux vidéo, celui d'Amérique du Nord et celui qui concerne principalement l'Union européenne. Alors, vous savez que les jeux vidéo ont historiquement eu plutôt mauvaise presse en raison de leur contenu, violence, sexe, drogue, au niveau de leur contenu. Et donc, vous avez les acteurs de l'industrie qui se sont mis d'accord, qui ont décidé de s'autoréguler et qui ont adopté ces systèmes de classification qui vous donnent en fait des indications et des recommandations sur l'âge adéquat pour les joueurs. Si vous analysez ces systèmes de classification, vous verrez qu'il n'existe quasiment rien sur la question des dark patterns. On vous informe maintenant minimalement que vous avez du contenu aléatoire qui peut être proposé en jeu. Donc là, on se rapproche d'une information sur, on en discutera plus tard, mais sur des éléments qui ne sont pas nécessairement, mais qui peuvent être des dark patterns monétaires. Mais sinon, globalement, on informe très très peu les joueurs et donc les parents qui souhaiteraient savoir si, par exemple, un jeu comporte des loot box, comporte des dark patterns temporels ou autres, ne peuvent pas le savoir en consultant la boîte d'un jeu. J'ajoute que pour certains jeux, la classification n'est même pas à jour. Parce qu'elle a eu lieu il y a plusieurs années pour certains jeux services comme par exemple League of Legends qui a maintenant 14 ans. Et à l'époque, les éléments liés au lot aléatoire et donc au loot box n'étaient pas pris en compte par le système de classification. Or, le classement n'a jamais été mis à jour. Et donc aujourd'hui, vous avez un jeu comme League of Legends qui comprend des lots aléatoires qui peuvent être achetés avec de l'argent, mais qui n'est pas indiqué dans sa classification. Ce que m'a répondu le SRB, c'est que oui, effectivement, c'est le cas, parce qu'il n'existe aucune obligation de mettre à jour le classement une fois qu'il a été obtenu. Donc, pour vous montrer un petit peu comment, en termes d'information, déjà, c'est extrêmement lacunaire et de quelle manière les acteurs de l'industrie font peu à ce niveau-là. Et on va voir qu'ils font encore moins que ça quand on regarde ce qu'ils proposent aux joueurs. Vous allez voir à quel point c'est plutôt ridicule, hein, puisque je dirais que la mesure phare des studios en matière de mise en garde contre les dark patterns temporels, notamment, parce que pour ce qui est des dark patterns monétaires, il y a vraiment absolument rien. Pour ce qui est des choses temporelles, donc pour vous informer de votre temps de jeu, pour vous mettre en garde contre des sessions de jeu trop intensives, trop longues, trop prolongées. Vous pouvez le voir à l'écran, c'est petit, mais vous pouvez le voir, on vous dit en fait, on vous indique qu'il faut prendre des pauses en fait, et qu'il faut vous étirer un petit peu entre plusieurs sessions de jeu. Ce qui est très amusant dans l'exemple que vous avez à l'écran à gauche, c'est que c'est un message qui vous est donné durant le temps de chargement d'une nouvelle partie. Donc, ça veut dire que vous avez déjà lancé une nouvelle partie, vous êtes reparti entre guillemets pour 30 à 40 minutes, et là, on vous dit oui, il faudrait peut-être prendre des pauses. Bon, donc vous voyez un petit peu le ridicule de la situation. À droite, vous avez un message qui s'affiche après donc 1 heure de jeu. On vous dit attention, vous avez joué plus d'1 heure de jeu, n'oubliez pas de prendre des pauses. Donc, vous voyez, rien de très coercitif, pardon,
plus des messages pour vous indiquer qu'il faut prendre des pauses. Et d'ailleurs, celui de droite, hein, c'est quelque chose qui résulte aussi d'une réglementation. Donc, on reviendra là-dessus. Alors, ici, un autre exemple d'intervention de la part des compagnies qui fournissent ces jeux, des fournisseurs des plateformes de jeux. Vous avez ici un exemple lié à des lots aléatoires. Et donc, à droite, vous avez un de ces lots aléatoires. Vous pouvez obtenir en achetant ce qu'on appelle des loot box. Et à gauche, vous avez l'information qui est donnée au consommateur ou au joueur quand il achète sa loot box. Et vous pouvez voir qu'on vous donne les probabilités, les chances de tirer certains lots en achetant cette loot box. Et donc, vous pouvez voir que pour certains, c'est extrêmement faible, hein. Et donc, pour ce fameux lot qui est à droite, je pense que c'est une vingtaine de dollars pour acheter le lot, mais c'est absolument pas garanti de l'avoir. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est que ce que font les compagnies, c'est qu'après un certain nombre de tirages, on vous le donne automatiquement. Pour celui-ci, j'ai regardé ce matin, je pense qu'il fallait tirer 62 fois des lots. Et donc, ça peut faire des sommes d'argent extrêmement importantes avant d'avoir la garantie d'avoir ce personnage-là. Donc là, vous voyez une mesure dans laquelle on introduit un petit peu de transparence quant aux probabilités de tirage du contenu aléatoire. Il faut savoir que cette mesure-là, donc là, c'est intéressant parce que c'est absolument pas obligatoire pour les compagnies de le faire, notamment en Amérique du Nord, mais maintenant elles le font toutes, quasiment. Donc quand vous achetez un lot aléatoire, vous êtes informé de ce que vous pouvez potentiellement tirer et des probabilités. Euh, il faut savoir que ça, c'est une mesure qui a pour la première fois été imposée en Chine, on viendra là-dessus, en 2017. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ça a été finalement généralisé à l'ensemble du marché. Et donc aujourd'hui, en Amérique du Nord, on est informé de ces probabilités. Et donc maintenant, si on regarde les interventions directes de la part des autorités étatiques, on va voir qu'on a des choses qui sont parfois extrêmement radicales. Et donc là, par exemple, on peut regarder ce que fait la Chine en termes de temps de jeu. La Chine a été extrêmement agressive dans sa manière de limiter ce temps-là. Il y a eu deux phases, hein. Il y a eu une première phase dans laquelle on a limité le temps de jeu à 3 heures par jour et 5 heures, avec des degrés différents d'informations et de messages qui sont envoyés aux utilisateurs. Mais plus récemment, la Chine a imposé des limitations extrêmement radicales aux jeunes, c'est-à-dire 1 heure de jeu par jour et uniquement du vendredi au dimanche. Donc, vous voyez que là, en termes de restriction de temps de jeu, c'est extrêmement radical. Quand on sait qu'une partie d'un jeu comme League of Legends dure à peu près 30 minutes, vous imaginez que ça fait très très peu de matchs dans la semaine pour les jeunes. Donc la Chine a décidé de faire ça. Il faut savoir qu'ils sont capables de le faire, notamment parce que vous avez un contrôle de l'identité quand vous connectez à ces plateformes-là pour la Chine. Donc il est plus facile de contrôler, même si il faut souligner qu'il existe des manières de contourner, notamment en louant des comptes, en utilisant la carte d'identité d'une autre personne. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de grands-parents qui soient devenus très très forts à certains jeux en ligne parce que les enfants utilisent ces cartes d'identité maintenant. Donc, c'est des mesures qui sont extrêmement radicales. C'est parmi les plus radicales au monde, on verra ce qu'a fait la Corée en termes de limitation de temps de jeu, mais la Chine est vraiment un pays qui est allé fort là-dessus. Euh, je me demande ce que ça va donner. Bon, je vous ai dit qu'il y a déjà des mesures de contournement. Les joueurs contournent, mais c'est intéressant de regarder, de se poser la question pourquoi la Chine fait ça et quels vont être les impacts. Parce qu'il faut savoir que la Chine est vraiment un pays très, très important au niveau de la scène compétitive. Et donc, je me demande ce que ça va avoir comme effet sur le développement des talents et des athlètes pour ce pays-là. Donc, on verra les effets de cette mesure-là. Mais la Chine n'est pas le seul pays à avoir fait ça. La Corée a fait quelque chose de similaire pour les enfants, pour les mineurs. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est un petit peu différent, un peu moins radical, puisque c'est un couvre-feu qui a été établi entre minuit et 6 heures du matin. Pour certains jeux, les jeux PC, pas les jeux consoles, et encore une fois, uniquement pour les jeux en ligne. Ça, c'est important de le souligner. Ça ne vient pas limiter la consommation des jeux qui sont joués hors ligne à la maison, sans connexion Internet. Le couvre-feu donc n'a pas très très bien fonctionné. Et finalement, la Corée est revenue sur cette mesure-là parce qu'il y a eu un changement au niveau des jeux qui sont pratiqués par les jeunes. Ils ont eu du mal à suivre ça. Même si pour la Corée, il faut souligner que, même chose que pour la Chine, vous devez être enregistré pour jouer.
lors d'un séjour en Corée. Et pour pouvoir jouer dans un cybercafé, il fallait que j'utilise mon passeport, donc être enregistré. Donc là aussi, il y a une manière, il y a des possibilités pour être capable de suivre le temps de jeu et suivre qui joue à ces jeux-là. Donc ça, c'est pour une intervention au niveau des dark patterns plutôt temporels, jouer sur le temps de jeu, la consommation des jeux vidéo par les jeunes. Maintenant, on a aussi des interventions, et je dirais que c'est là où il y a le cœur des interventions actuellement, sur les loot box, donc ces lots aléatoires qui sont proposés aux joueurs. Je reviens peut-être là-dessus 2 secondes parce que je ne l'ai pas expliqué, et puis moi ça me paraît évident parce que j'en ouvre régulièrement. Les loot box sont des espèces de pochettes surprises en fait, pour lesquelles vous savez pas exactement enfin vous savez exactement ce que vous pouvez obtenir, mais vous ne savez pas ce que vous allez obtenir. Et donc, vous achetez en général de l'argent en jeu, donc une monnaie virtuelle, et ensuite vous achetez ces loot box, ou parfois on vous les offre, hein, évidemment, pour vous inciter à en acheter par la suite. On vous en offre un petit peu pour vous donner le goût. Des espèces de pochettes surprises pour avoir du contenu en jeu. Donc, encore une fois, du contenu purement esthétique ou du contenu qui va vous aider dans votre performance. Et donc, certains pays ont étudié cette question des loot box et n'ont pas hésité à les interdire, les considérant comme des jeux d'argent. Donc, ils ont considéré que c'était la même chose que des jeux d'argent dans lesquels on fait un pari pour obtenir quelque chose. Et donc, des pays comme la Belgique, par exemple, ont complètement banni les loot box et en ont encadré la pratique. Donc, vous avez des compagnies qui ont cessé de proposer leurs jeux en Belgique, d'autres qui n'ont pas cessé de le faire et qui ont continué à proposer des loot box, hein, ce qui montre les limites de ces réglementations dans certains territoires. Mais la Belgique a fait ça au contraire de la France qui ne considère pas ces lots aléatoires comme des jeux d'argent. Un des arguments qui est avancé, c'est que oui, vous payez pour ces lots aléatoires, mais vous avez nécessairement quelque chose. Pas nécessairement quelque chose de grande valeur, pas nécessairement quelque chose que vous souhaitiez, mais vous obtenez toujours quelque chose. Et donc là serait la limite entre les lots aléatoires et les jeux d'argent. Mais ça, c'est encore quelque chose qui est très débattu et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les actions collectives plus tard. Donc voilà. L'autre point que j'ai déjà mentionné, c'est qu'effectivement, certains pays, comme la Chine, ont imposé plus de transparence par rapport à ces lois aléatoires. Et comme je l'ai dit, de manière très intéressante, ça a été généralisé, je dirais, à l'échelle de la planète par les compagnies. Donc intéressant de voir que pour une mesure qui a été imposée par un État en particulier, là, les compagnies ont décidé de le généraliser à l'ensemble de leur plateforme et à l'ensemble des États dans lesquels leur jeu est distribué, ce qui n'est pas toujours le cas en matière de réglementation des jeux vidéo. Je pourrais vous donner l'exemple, par exemple, de la lutte contre les comportements toxiques. Vous avez aujourd'hui des mesures qui sont très contraignantes pour les plateformes de jeux dans l'Union européenne. Donc, pour les joueurs qui sont situés dans l'Union européenne, il y a des mesures de protection qui sont assez importantes. Pour l'instant, les plateformes de jeux n'ont pas souhaité généraliser ça ailleurs, et notamment en Amérique du Nord. Donc, intéressant de voir que là, on a un deux poids, deux mesures ou des systèmes à géométrie variable en fonction des sujets. Il y a Merci une question, beaucoup. André? Je continue. Ouais, vas-y. Oui. Alors, Vas-y. ça, c'était pour les interventions directes. Maintenant, les interventions indirectes. Ce qu'on entend par les interventions indirectes, c'est les systèmes de responsabilité, où on va aller chercher soit via la responsabilité civile individuelle, mais aussi les actions collectives, où on va aller chercher la responsabilité de certains auteurs de préjudice. Parfois, ça va être l'État, mais la plupart du temps, ça va être les fabricants. Et on va aller voir donc comment est-ce qu'on peut mobiliser les actions collectives dans le cas de la santé publique. Les exemples classiques, je dirais, c'est vraiment les compagnies de tabac et de plus en plus aussi, ce qu'on voit, c'est les compagnies pharmaceutiques pour tout ce qui a trait à la crise des opioïdes. Là, ici, on entre vraiment dans le cœur de ce qui est l'autorisation d'action collective dans FN contre Epic Games. C'est le défaut de sécurité d'un bien, donc la responsabilité du fabricant en vertu des articles 1468 et 1469 du Code civil du Québec. Et là, l'idée, c'est d'un petit peu de décortiquer tout ça pour voir où se situent les enjeux. Évidemment, comme c'est une décision où on a autorisé une action collective, on n'a pas encore d'analyse sur le fond. Est-ce qu'on va effectivement reconnaître une responsabilité à FN ou pas, pas à FN, mais à Epic Games, pardon, ou pas? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Mais si on fait des parallèles déjà avec ce qu'on sait en matière de compagnie de tabac ou
en matière de compagnie pharmaceutique, il y a déjà des éléments qu'on peut dégager de ça et voir les différences, en fait, que les jeux vidéo comportent. D'abord, une des questions centrales, ça va être de déterminer est-ce que le jeu vidéo peut être considéré comme un bien dangereux. Pour qu'un bien soit dangereux, il doit avoir des effets nocifs qui sont subis par les utilisateurs. Et ces effets nocifs-là doivent être une conséquence immédiate et directe de leur utilisation du produit. Donc, dans le cas d'Epic Games, il faut que les utilisateurs du jeu Fortnite subissent des effets nocifs et que ces effets-là soient la conséquence immédiate et directe de leur utilisation de Fortnite. Si on est capable de déterminer que le bien est effectivement dangereux, et à ce point-ci, il n'y a pas de faute nécessairement du fabricant. Le bien peut être dangereux sans que ça implique une faute. Là, ce qu'il va falloir déterminer, c'est est-ce qu'il y a eu une obligation d'information du fabricant qui n'a pas été respectée. Et donc, ici, c'est une obligation de moyens, mais le fardeau est quand même lourd pour les fabricants en matière de défaut de sécurité du bien, en ce sens où les fabricants doivent informer de manière exacte, complète et compréhensible les utilisateurs des risques potentiels auxquels ils s'exposent. Et le risque ici peut être potentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir de certitude que la personne va effectivement expérimenter l'effet indésirable. Par exemple, en matière de dépendance aux jeux vidéo, ce que les recherches scientifiques nous démontrent jusqu'à présent, c'est que c'est un faible pourcentage de joueurs qui va développer une dépendance ou un trouble de jeux vidéo. Les chiffres que je lisais rapportent entre 0,3 et 1 des utilisateurs, ce qui est relativement faible. Cependant, on n'est pas capable de déterminer d'avance qui va faire partie de ce 0,3 à 1 Donc, on n'a pas de facteurs qui prédisposent ou qui seraient des facteurs de risque tellement importants que ça fera en sorte qu'on serait capable de cibler une partie de la population comme étant celle qui va développer le trouble alors que les autres joueurs ne le seraient pas. Ce qui veut dire que n'importe qui joue à un jeu vidéo peut potentiellement devenir un joueur pathologique euh, et faire partie de ce 0,3 à 1 là. Et là où les comparaisons avec les actions collectives en santé publique sont intéressantes, en santé publique pour les compagnies de tabac et les pharmaceutiques sont intéressantes, c'est qu'on est venu vraiment expliquer que cette obligation-là d'information doit se faire en vertu des connaissances qu'on a au moment où on les a. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre en marché un produit pour lequel on n'a aucune donnée qui nous permette de penser que le produit est effectivement dangereux. Mais au fur et à mesure où les données scientifiques s'accumulent et où on commence à avoir des données qui nous démontrent que dans certains cas, on peut avoir des effets indésirables, qu'il peut y avoir des effets nocifs, l'obligation d'informer va se moduler et va changer en fonction des informations qui vont être rendues disponibles. Donc, c'est un processus continu. Évidemment, dans certains cas, par exemple les compagnies de tabac, ce qui a été particulièrement dommageable pour eux dans les actions collectives, c'est la démonstration qu'ils avaient sciemment menti sur les effets du tabac et sur les risques de dépendance. Là, évidemment, on entre dans une faute aggravée, mais dès que la compagnie ou le fabricant sait que son bien peut produire des effets nocifs, normalement, il doit en informer de façon raisonnable l'utilisateur pour que l'utilisateur puisse prendre une décision éclairée, à savoir est-ce que j'utilise le bien, est-ce que je continue d'utiliser le bien, est-ce que je prends des mesures particulières pour me prémunir contre les risques. Et donc, pour les jeux vidéo, ce qui va être intéressant de voir dans le développement des actions collectives, c'est jusqu'où va l'étendue de ces risques et de ces dangers-là, comment est-ce qu'on est capable de les mesurer, qu'est-ce qui va déterminer aussi une utilisation normale du jeu vidéo versus une utilisation anormale, et particulièrement dans le cas qui nous occupe, qu'est-ce qui fait que les jeunes ont peut-être des particularités qui leur sont propres, qui font en sorte que l'obligation d'information à leur égard serait potentiellement différente de l'obligation d'information qu'on a à l'égard des adultes. Donc, l'application des modèles d'action collective qu'on a en matière de compagnies pharmaceutiques ou de compagnies de tabac pose des questions intéressantes, notamment sur la notion de produit dangereux, parce que contrairement au tabac, par exemple, ou aux opioïdes, ici, on n'est pas dans un cas où on ingère une substance qui va venir jouer au niveau biochimique sur la réponse du cerveau à créer une certaine dépendance aux produits. Donc, on sait qu'il y a des produits addictifs qui sont mis dans
produits du tabac qui vont faire en sorte que les personnes vont développer physiquement une addiction. Même chose avec les opioïdes. On comprend bien maintenant les mécanismes qui font en sorte que même si on vous prescrit des opioïdes pour traiter une blessure, il y a des risques de créer une dépendance aux opioïdes qui va se poursuivre même après que les blessures soient guéries. Par contre, dans le cas des jeux vidéo, on n'ingère pas de substance. La dépendance va se créer d'un point de vue complètement psychologique, voire neurologique, mais il n'y aura pas de substance impliquée. Qui fait poser la question par mon collègue Vincent Caron, que je vais ici me permettre de paraphraser, qui avait fait un article intéressant dans Repère, mais est-ce qu'on peut reprocher aux dépanneurs de mettre du chocolat et des bonbons à la caisse? Donc, l'idée ici, c'est de dire, oui, les compagnies de jeux vidéo vont créer des produits qui sont attrayants, mais en fait, c'est ça leur travail. Et est-ce qu'on peut leur reprocher de faire des produits qui sont attirants et qui vont donner envie de jouer dans la mesure où on laisse les épiciers et les dépanneurs mettre du chocolat et des bonbons devant la caisse? L'aspect particulier, donc, des jeux vidéo repose là-dessus, sur cette idée-là que ce n'est pas un produit qui a intrinsèquement une substance addictive, mais plutôt qui peut produire un comportement addictif. Et dans ce sens-là, je pense que ce qui va être très intéressant de suivre au cours des prochaines années, au-delà des parallèles qu'on peut faire avec les produits du tabac ou les opioïdes, ce sera plutôt de voir ce qui va arriver avec toutes les actions collectives qui sont en train de se faire, particulièrement aux États-Unis, contre les réseaux sociaux. Parce que les mécanismes d'addiction aux réseaux sociaux, particulièrement chez les jeunes, et tout ce qu'on a su maintenant avec Meta et Instagram et le potentiel nuisible de ces réseaux sociaux-là sur le cerveau en développement des adolescents, ces parallèles-là vont être beaucoup plus intéressants à suivre, je pense, pour les jeux vidéo que les parallèles qu'on peut tirer jusqu'à maintenant avec les compagnies de tabac ou les compagnies pharmaceutiques et les opioïdes. Et pour la fin de la discussion, je vais repasser le micro à Thomas, qui va voir un petit peu quelles sont les actions collectives qui ont été faites à l'extérieur du Québec et qu'est-ce que ça a donné jusqu'à maintenant. Oui, tout à fait. Donc, on s'est intéressé avec des étudiants aux actions collectives qui ont été, mises en œuvre par des joueurs ou par des parents de joueurs. Et on s'est posé la question de ces actions collectives dans les grands marchés de jeux vidéo. Donc, on s'est intéressé aux États-Unis. On a essayé de regarder Chine, Japon, Corée. Pour des raisons de barrière de la langue ou dans certains cas, étant donné les contextes juridiques, c'est plus compliqué. Mais ce qui nous a étonné, puis on s'est reconcentré plutôt sur sur cette région-là, on s'est aperçu qu'en Amérique du Nord, on avait beaucoup de choses. Et au-delà du cas Fortnite dont Caudray vous a présenté, on a découvert qu'on a beaucoup d'autres cas et qu'en fait, ça se multiplie. Alors, avant de vous donner un aperçu de ces actions collectives-là, je veux juste revenir sur un petit point qui est important de contexte. Il faut comprendre que quand on parle de jeux vidéo, en ce qui concerne le comportement des utilisateurs, les dépenses et donc le temps de jeu, les compagnies ont accès à cette information-là quasiment en temps réel. Donc elles savent exactement qui dépense quoi, comment la personne pratique le jeu. Il y a un système de collecte de données qui est extrêmement précis et extrêmement important dans ce domaine-là. Donc ça, c'est quand même un élément de contexte qui est peut-être important dans le cadre de ces actions collectives, à mon avis. Et donc, pour ce qu'on a pu identifier donc, en Amérique du Nord, c'est donc à peu près j'en ai plus que ça maintenant, parce que j'ai refait un compte ce matin. C'est plus que 14, c'est 16 actions collectives au Canada, aux États-Unis. Alors, je vous rassure, euh, pour certaines d'entre elles, c'est des copier-coller. Au Canada, je pense qu'on a une salve de 6 ou 5 qui sont des copier-coller, qui concernent des jeux différents mais pour lesquels le contenu de la demande est exactement la même. Donc ça, c'est pas forcément très étonnant, mais ça permet c'est important de le signaler. On parle de plus de 150 jeux vidéo qui sont visés par ces actions collectives, donc ça fait quand même une quantité importante. Mon petit doigt me dit que à partir du moment où vous avez un jeu qui est pratiqué en ligne, qui propose du contenu aléatoire, ces jeux-là sont potentiellement à un risque de faire l'objet d'une action collective. Parce que c'est ce que j'observe, y compris des jeux qui sont qui sont moins populaires que d'autres, se retrouvent dans ces actions collectives. Dans beaucoup de cas, vous avez plusieurs jeux qui sont visés par une même action.
Donc, c'est quand même quelque chose qui devrait attirer l'attention de l'industrie. Et si ces actions-là, ou en tout cas certaines, allaient au bout, on peut imaginer que ça pourrait bouleverser certains modèles d'affaires. Puisque, comme je vous l'ai dit, hein, ces dark patterns monétaires, temporels, sont extrêmement répandus. Donc, si on venait à faire en sorte que certains soient interdits, ça pourrait avoir de larges répercussions. Donc, des actions collectives qui concernent tous les joueurs, toutes catégories d'âge. On a certaines actions qui visent uniquement les enfants, les mineurs et leurs gardiens. Dans d'autres cas, c'est également des adultes qui font partie de ces actions collectives. Et ce qui est au cœur de ces actions collectives, dans la majorité de ces actions-là, ce sont les dark patterns monétaires. Donc ces fameuses loot box ou lots aléatoires. Et on va revenir sur les arguments qui sont employés, mais c'est surtout ça qui est visé dans la plupart de ces actions collectives. Il y a un cas dans lequel, je dirais, tous les dark patterns sont concernés, donc les temporels, les sociaux également. C'est le cas Fortnite. Et donc, c'est cette idée de là où on a vraiment une action collective qui va plus loin que les autres, et notamment les actions collectives américaines, puisque c'est cette idée du jeu vidéo qui pourrait être, en tout cas, il est argumenté que ce serait un produit nocif pour la santé. Ce qu'on ne retrouve pas pour l'instant dans les actions collectives aux États-Unis. Mais encore une fois, j'imagine que par influence, on pourrait en retrouver bientôt. Et donc, en ce qui concerne les arguments qui sont soulevés dans ces actions collectives, on a d'abord l'argument selon lequel les loot box et le aléatoire seraient des jeux de hasard. Et donc là, on le retrouve dans la plupart des actions collectives. Et les parties, en fait, s'appuient notamment sur le fait que certains États ont reconnu ces loot box comme des jeux de hasard. Et donc argumentent que puisque le droit local, que ce soit en Californie ou au Canada, vous impose d'avoir une licence pour pouvoir exploiter ces jeux d'argent, le fait de proposer ces loot box sans avoir de licence est contraire à la loi, au droit criminel, et donc peut permettre d'obtenir une réparation à ce titre-là. Et donc, voilà, premier argument très important qu'on retrouve dans quasiment toutes les actions collectives. Le deuxième type d'argument, ce sont les pratiques commerciales abusives autour de l'exploitation de ces loot box. Et vous allez comprendre à quel point ça peut être pernicieux, hein. Parce que si on pense le aléatoire, on pourrait dire, bon, après tout, effectivement, c'est une pochette surprise. Les pochettes surprises ont toujours existé. Vous allez voir que ces pochettes surprises, là, la manière de les exploiter, c'est vraiment devenu très granulaire et ça, c'est vraiment devenu très, très subtil. Et donc, le premier élément qui est reproché aux compagnies, c'est notamment l'absence de transparence quant aux probabilités de gain. Alors ça, je vous ai expliqué, ça a changé un petit peu hein, dans les années, ça a changé récemment, mais ça, c'est quelque chose qui est reproché. Le fait qu'on ne sache pas exactement ce qu'on peut gagner en achetant ces lots aléatoires. Sans compter que dans certains cas, on ne sait pas si ces probabilités sont manipulées ou non par les compagnies. Donc ça, c'est un premier argument qui est employé. Le deuxième argument, c'est l'absence d'historique d'achat, en particulier pour les enfants. Il est dans certains cas et pour certains jeux très compliqué de savoir combien on a dépensé exactement dans le jeu. Et on n'a pas d'historique complet des achats qui ont été effectués. Donc ça permet de perdre complètement le fil de ce qu'on a dépensé. Puis on se dit, ben, finalement, allez, ma loot box, elle me coûte 5 dollars. 5 dollars, c'est pas grave par rapport à un jeu que j'achèterais autrement, mais 5 dollars plus 5 dollars plus 5 dollars, on peut se retrouver avec des sommes d'argent très importantes qui sont dépensées. Et il faut peut-être l'indiquer pour le contexte, pour des jeux qui sont particulièrement installés, anciens, comme un jeu comme League of Legends par exemple, il faut comprendre que pour avoir accès à tout le contenu du jeu aujourd'hui, si on veut l'acheter immédiatement, bon déjà pour certains éléments c'est impossible parce que c'est pour des événements très spéciaux avec des prix très spécifiques, mais si on veut acheter un maximum de contenu, on parle de milliers de dollars. Ce matin, je faisais la petite recherche par curiosité. Vous avez des comptes en vente avec plus de 1600 costumes de personnages. C'était offert à 1200 dollars US négociable. Donc peut-être qu'on peut l'obtenir à 1000 dollars US. Mais vous voyez, ça peut représenter des sommes très importantes si vous voulez avoir accès à l'ensemble du contenu. Et donc, c'est des sommes qui sont autrement plus importantes que celles qui sont consacrées à des jeux produits comme je les ai décrits plus tôt. Donc le fait de ne pas avoir d'historique, ça peut permettre de perdre complètement le fil de ses achats. Le dernier élément lié à ces pratiques abusives qui est soulevé dans ces actions collectives, c'est l'usage de monnaie virtuelle qui vient complètement brouiller les pistes.
vous n'achetez pas en général directement le lot aléatoire. Vous achetez de la monnaie dans le jeu pour ensuite acheter le lot aléatoire. Et évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, les choses sont bien faites. Quand vous achetez de la monnaie virtuelle pour acheter un lot aléatoire, il vous reste toujours un peu de monnaie virtuelle. Et donc ça vous encourage potentiellement à racheter de la monnaie virtuelle parce qu'il faut bien dépenser ce qui vous restait. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que ça permet également à la compagnie de manipuler, entre guillemets, les taux et la valeur de cette monnaie virtuelle. Parce que dépendamment de la quantité de monnaie virtuelle que vous achetez, vous faites des économies, évidemment. Et donc, il est quasiment impossible de savoir exactement quelle est la valeur je dirais, 1 dollar virtuel versus le dollar réel que vous utilisez pour acheter cette monnaie virtuelle. Donc ça aussi, c'est pointé du doigt comme un élément qui vient brouiller les pistes pour les utilisateurs et notamment pour les enfants. Un autre argument, c'est le non-respect des droits des mineurs en matière contractuelle. Donc ça, c'est soulevé dans quelques actions collectives, le fait que les joueurs étant mineurs n'avaient pas la capacité juridique pour signer un contrat. Alors moi, je vous donne uniquement l'argument ici, hein. Je ne discute pas de sa solidité parce que ça demanderait beaucoup plus de temps et évidemment de s'intéresser à chaque territoire, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, pour voir un petit peu la valeur de cet argument-là. Mais c'est quelque chose qui est souligné puisque dans certains cas, ce sont des enfants qui ont acheté des loot box une fois que la carte de crédit des parents était installée dans le jeu et est restée enregistrée par défaut. Donc ça, c'est quelque chose qui est soulevé. Et finalement, ce que Audrey a déjà discuté, donc les jeux vidéo comme un produit potentiellement nocif. Et comme je vous l'ai dit, ça, à ma connaissance, c'est uniquement dans le cas, dans l'action collective au Québec et qui concerne Fortnite. On n'a pas d'équivalent pour l'instant aux États-Unis, mais je suppute que ça va finir par arriver et que d'autres cabinets avocats vont s'intéresser à ça. Et donc finalement, pour conclure sur ces actions collectives, il faut savoir que ça n'en est vraiment qu'à ses débuts, hein, parce que la plupart des actions collectives, si je ne me trompe pas, la plus ancienne qu'on a pu trouver date de 2019. Et donc, on n'en a pas énormément qui ont été réglées. Il y en a une pour lesquelles on a trouvé un règlement. Vous voyez, ça concerne une action collective au Canada. On parle d'un règlement de 2 750 000 dollars. Comme vous le savez sûrement, bien évidemment, aucune reconnaissance d'usage de pratiques abusives hein, dans le cadre de ce règlement-là. Donc, pour des juristes, c'est un peu, enfin, en tout cas pour des chercheurs, c'est un peu embêtant parce qu'on aurait voulu avoir un petit peu plus de matière juridique, un peu plus d'éléments sur, comment dire, sur les arguments qui ont été développés par les parties. On a des actions qui ont été rejetées parce qu'on a considéré que la preuve n'avait pas été faite de certains préjudices. Je pense à une action collective aux États-Unis. Et finalement, en ce qui concerne les remèdes qui sont recherchés par les parties, il y en a plusieurs. Donc d'abord, le remboursement des sommes qui ont été dépensées dans les jeux, des dommages punitifs pour la compagnie concernée. On a parfois des demandes de déclaration selon laquelle la compagnie a bien utilisé des pratiques abusives. Et dans d'autres cas, on demande des injonctions d'arrêter certaines pratiques abusives, telles que celles que je vous ai décrites plus tôt. Et donc, je repasse la parole maintenant à Audrey. Merci beaucoup, Thomas. Alors, en conclusion, on voulait juste porter à votre attention que, au surplus de ce que vous allez avoir comme information sur la recherche du CAGE, il va y avoir un numéro hors série de la Revue générale de droit qui va paraître au courant du mois d'octobre. Et dans ce numéro hors série-là, il va y avoir 3 textes, en fait, qui vont porter directement sur le droit et les jeux vidéo. Donc, Laura Risco, doctorante à l'Université de Montréal, qui a fait un texte complet juste sur le jugement d'autorisation FN contre Epic Games Canada, avec une déconstruction vraiment de ce qu'est la dépendance aux jeux vidéo et le risque connu ou inconnu, et 2 textes de Thomas Burelli et d'étudiants qui ont travaillé avec lui sur d'abord le contenu normatif pour encadrer les dark patterns, mais aussi les comportements toxiques dans les jeux vidéo en ligne. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les gens se respectent, soient respectueux et qu'est-ce qu'on fait quand ça n'est pas le cas? Et c'est ce qui met fin à la présentation. On va être rendu à la période de questions.